Bonjour à tous. Et oui, je suis toujours en pyjama. Faut être décontracté chez soi. Aujourd'hui, je vais vous présenter le journal Politis de cette semaine. Je vous rappelle que Politis sort tous les jeudis. Et donc, il y a un dossier cette fois-ci sur les 10 ans de la catastrophe au Japon à Fukushima, la catastrophe nucléaire après le tremblement de terre et le raz-de-marée. Donc, le journal. Voilà. Je vais commencer par ce dossier-là parce que en général, quand je parle de Politis, je parle du courrier des lecteurs, de l'agenda, tout ça au début, et des articles qui au début. Mais quand je veux vraiment insister sur cette histoire du nucléaire, on va commencer par ça d'abord. Alors, le nucléaire. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, donc la catastrophe, c'était le 11 mars 2011. Il y a eu un mur de 15 mètres. Un mur d'eau de 15 mètres. Et apparemment, l'industrie nucléaire mondiale qui était stagnante au niveau des contrats remportés et des constructions de réacteurs, a été stagnante en 2011. Et ben, il s'en est pas relevé de cette catastrophe parce que apparemment il y a une baisse de contrats. Même en France, apparemment, il y a de moins en moins d'énergie nucléaire. Donc la capacité énergétique, elle augmente très peu, elle a baissé en 2011 et elle augmente très peu la capacité énergétique. Les réacteurs en fonctionnement, ça a baissé et ça stagne. Voilà. Alors le parc nucléaire mondial en 2002, c'était à son apogée. Le parc nucléaire mondial était à son apogée en 2002 et à l'époque il y avait 438 réacteurs en fonctionnement. En 2020 il y en a 412. Donc ça veut dire qu'il y a en 20 ans, 26 réacteurs en moins. Le troisième producteur mondial d'électricité nucléaire, c'est le Japon, après les États-Unis et la France. Il y avait 33 réacteurs mi-2020. Au Japon, il y avait 33 réacteurs, donc 24 qui sont toujours en arrêt longue durée pour travaux, anomalies et expertise ou poursuites judiciaires. Et la filière nucléaire au Japon produisait que 5% de l'électricité japonaise contre 29% en 2011, avant la catastrophe. Donc ça a baissé, quoi. Alors le chantier de démantèlement de la centrale de Fukushima, il pourrait se prolonger jusqu'en 2050. Alors il faut savoir aussi que la moyenne d'âge des centrales dans le monde c'est 31 ans, alors qu'en France c'est 36 ans. Et la moyenne d'âge des centrales nucléaires en Chine, elle est de 8 ans seulement. 8 ans. Le coût des travaux à Fukushima pour la démanteler, il est de 200 milliards d'euros. Alors il y a l'interview d'une militante japonaise, Yuki Takahata, qui a fondé le réseau Yosomono Net pour avertir les citoyens japonais en majorité, mais aussi les autres, sur les conséquences de la catastrophe de Fukushima. Donc elle aide les victimes, diffuse de l'information hors du Japon et s'oppose à la réouverture des centrales dans le pays. Donc il y a une interview d'elle. Alors, il y a un schéma qui montre l'évolution du prix moyen du mégawatt d'énergie par source
Donc ils disent le nucléaire, le charbon, le gaz, l'éolien, le solaire photovoltaïque. Et on se rend compte que le solaire photovoltaïque, c'est l'énergie dont le prix a le plus baissé. Mais c'est vraiment impressionnant. Ils disent aussi qu'en Allemagne, les derniers réacteurs vont fermer l'an prochain. Et que le pays sortira aussi du charbon d'ici 2038. Et je crois que l'Allemagne, elle s'approvisionne de l'extérieur aussi. Ils ne produisent pas sur place, mais je ne sais pas comment ils font. Alors la Chine, la Corée du Sud, l'Inde ou la Russie ont poursuivi ou redémarré la construction de quelques réacteurs après Fukushima, mais seulement 3 sont entrés en service dans l'Union européenne depuis 20 ans, en République tchèque, en Roumanie et en République tchèque en Roumanie. Alors, il y a un article sur l'énergie renouvelable. Et alors, il y a un graphique sur les décisions d'investissement global dans les énergies renouvelables et nucléaires. Donc au niveau de l'investissement, la part du solaire et de l'éolien, elle augmente beaucoup. Hein. Et le nucléaire, ça baisse. Alors l'éolien, l'énergie éolienne devient majoritaire dans le monde. Suivi après par le solaire. Voilà. Bon, je vous donne après les autres articles. Alors. Alors Denis Siffert dans son édito dit: avec de fortes candidatures à droite, le candidat président risque plus l'élimination au premier tour que sa rivale frontiste. Comment la gauche pourrait-elle exister dans ce paysage? Tous les protagonistes devraient y songer. Et oui, c'est vrai, on est tous en train de se dire ça va être Macron-Le Pen, Macron-Le Pen, Macron-Le Pen, mais ça se trouve Macron ne sera même pas au deuxième tour. Alors il y a sur le 10 mars à 18h30, il y a un webinaire qui est organisé par le réseau Sortir du nucléaire sur la catastrophe de Fukushima. Donc allez sur le site du réseau du Sortir du nucléaire, vous trouverez le débat du 10 mars à 18h30. Annuler la dette Covid, la question qui divise les économistes de gauche, donc un truc sur la dette Covid. Un petit article sur le chlordécone et la mobilisation aux Antilles. Alors le maire de Pointe-à-Pitre, de la capitale de la Guadeloupe, il est à fond engagé dans la lutte contre le chlordécone. Et il faut savoir que 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique est contaminée par le chlordécone. 90% de la population est contaminée. Un article de Sébastien Fontenelle, islamo-gauchisme ou islamo-valsisme.
lorsque Manuel Valls était Premier ministre, la France a vendu des armes à l'Arabie Saoudite. Donc en gros, il dit l'alliance de la gauche avec les islamistes, c'est plutôt l'alliance des capitalistes de gauche avec les Saoudiens, les capitalo-islamistes saoudiens. Alors 7,5%, c'est l'augmentation du nombre d'allocataires du RSA en 2020. Donc en ce moment, la fin décembre, il y avait à peu près 2 millions d'allocataires du RSA. Ah oui, puis en Galice, en Espagne, il y a des amendes qui vont de 1000 à 60 000 euros si on refuse de se faire vacciner. Et en Espagne, 80% de la population est pour le vaccin, alors qu'en France, on en est à 60% de la population qui est pour le vaccin. Bon, il y a un article sur la crise politique en Arménie suite à la défaite de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan. Je continue de parler de la Birmanie, mais moi la Birmanie, je m'en cogne. Alors il y a un article sur la guerre civile en Centrafrique. L'ONU parle de viol de masse, un cas toutes les 20 minutes. Les hommes sont réduits en esclavage. Donc voilà un article sur la guerre civile en Centrafrique, sachant que la France était intervenue militairement là-bas. Bon, je vous passe la page sur les romans. Ah oui, un interview d'un adjoint à la mairie de Paris, de Hidalgo, Frédéric Ocard, adjoint Génération, donc tendance du PS, ouais, enfin, c'est les socialistes de Benoît Hamon.